se situent les risques dans les économies émergentes en particulier? Eh bien, j'appelle à nouveau Julien Marsili, l'économiste en chef de Coface, pour son panorama des risques dans les économies émergentes. Bonjour. Alors, face au risque d'éclatement de bulle que Jean-Claude Trichet vient juste de décrire, évidemment, tous les pays émergents ne sont pas égaux. Certains sont plus exposés que d'autres, j'y reviendrai. Mais avant de parler des choses qui fâchent, je vous propose de commencer quand même par les bonnes nouvelles. Les perspectives de croissance dans les pays émergents s'améliorent. Nous vous le disions déjà l'année dernière. Vous le constatez derrière moi sur le graphique de gauche. Ce sont les points en vert qui vous indiquent la croissance moyenne dans les pays émergents. Et nous pensons que cette tendance va perdurer cette année. Deuxième chose, la taille des traits que vous voyez autour des points a tendance à se réduire en 2017-2018 par rapport à la période 2011-2014. Donc ça veut dire que, 1, les émergents avancent plus vite, et 2, ils avancent un peu plus groupés qu'auparavant. Donc pour autant, ça ne veut pas dire que cette reprise est totalement synchronisée, qu'elle est totalement homogène. Une manière de l'illustrer, eh bien, c'est à travers nos évaluations de risques sectoriels. Vous savez, j'y reviendrai un peu plus tard, nous publions tous les trimestres des évaluations de risque de crédit des entreprises moyens pour 160 pays. Et puis, nous le faisons aussi désormais dans 24 économies qui représentent 80% du PIB mondial. Nous regardons la situation secteur d'activité par secteur d'activité pour 13 d'entre eux, donc que vous voyez sur le graphique de droite. Et donc, les reclassements sont en vert, les déclassements en bleu. Donc, les grands gagnants de ces surprises positives en 2017, vous les voyez en haut du graphique. Et ce sont les métaux en raison de la hausse des cours observée l'année dernière. Et puis, l'agroalimentaire, parce que notamment en 2016, dans beaucoup de pays émergents, de mauvaises conditions climatiques avaient pénalisé ce secteur d'activité. Ça n'a plus été le cas en 2017. Pour autant, notre message est qu'en 2018, ce ne seront pas eux les principaux gagnants de la phase 2, si je puis dire, de la reprise. Ce seront plutôt les secteurs qui sont un peu en dessous, c'est-à-dire, 1, ceux qui vont toujours bénéficier de politiques monétaires très accommodantes. Et quand on parle de taux bas, ça profite surtout, en général, à l'automobile, à la construction. Et puis, pour faire un rappel à ce que je vous disais en conclusion ce matin, comme les avancées vont souffrir de plus en plus de contraintes d'offres, eh bien, ils vont devoir importer de plus en plus, en particulier des émergents, notamment dans tous les secteurs liés aux biens d'équipement. Donc tout ça aussi, c'est quelque chose de positif. Et bien sûr, qui dit davantage d'échanges entre les avancés et les émergents, dit davantage de commerce mondial. Alors, Xavier Durand le disait en introduction ce matin, quand nous nous réunissions il y a exactement 1 an, Donald Trump venait d'entrer à la Maison-Blanche. D'ailleurs, il n'avait pas attendu d'entrer à la Maison-Blanche pour remettre en cause le traité de libre-échange transpacifique. Et donc, à cette époque-là, nous nous demandions tous quelles allaient être finalement les victimes de ce protectionnisme accru. Et vous constatez comme moi qu'1 an plus tard, eh bien, la différence avec ce que nous anticipions est saisissante. Sur le graphique de gauche, la croissance du commerce mondial telle qu'elle a été observée en 2017 en vert, c'est-à-dire beaucoup plus élevée qu'en 2016, notamment en raison de ce que vous voyez sur le graphique de droite, c'est-à-dire que ce risque protectionniste ne s'est pas matérialisé. Sur ce graphique de droite, en fait, nous reprenons les données d'un institut américain indépendant qui comptabilise d'une part toutes les mesures qui libéralisent le commerce dans le monde et puis d'autre part toutes celles qui limitent le commerce. Donc nous avons soustrait les premières des secondes pour obtenir en quelque sorte ce nombre net de mesures protectionnistes dans le monde et vous constatez comme moi qu'il a décru. Donc, est-ce que ça revient à dire que l'administration américaine a davantage aboyé que mordu? Pas exactement, puisque, eh bien, si on fait le détail, vous voyez la barre orange, il y a eu quand même davantage de protectionnisme aux États-Unis, notamment à l'égard de la Chine et notamment à l'égard du Canada. Mais vous remarquez aussi que tout c'est à relativiser parce que nous sommes encore loin des niveaux, par exemple, observés aux États-Unis en 2012, c'est-à-dire sous l'administration Obama. Et là aussi, c'est un paradoxe à souligner. Donc pour 2018, est-ce que ça veut dire qu'aucun risque n'est à signaler? Pas du tout. On l'a encore vu hier soir, Donald Trump a signé des décrets pour augmenter les droits de douane sur des importations en provenance de Chine, de différents secteurs d'activité. Donc ce risque va rester prégnant, bien sûr, cette année. Les négociations au sujet de l'ALENA sont toujours très, très incertaines.
Mais le fait est qu'à ce stade, il ne s'est pas matérialisé, et donc notamment parce qu'il y a eu beaucoup moins de protectionnisme dans le reste du monde, c'est-à-dire la barre verte que vous voyez derrière moi. Pourquoi? Sans doute pour deux raisons. La première est très simple. En période de reprise, on a tendance à davantage libéraliser le commerce qu'à le restreindre, c'est la première. Et puis la deuxième, c'est sans doute le paradoxe de cette année 2017, c'est que les partenaires commerciaux des États-Unis, de peur de ces mesures protectionnistes, eh bien, ont cherché à diversifier leurs approvisionnements. Le Mexique, par exemple, a négocié avec le Brésil et l'Argentine au sujet d'importations agricoles, de peur que ces approvisionnements en provenance des États-Unis se tarissent. Ce même Mexique a accéléré les négociations pour approfondir son traité de libre-échange avec l'Union européenne, et l'Union européenne elle-même a négocié, vous le savez, et signé même un traité de libre-échange avec le Japon. Donc sous réserve que cette menace protectionniste ne se matérialise toujours pas cette année et que notamment les tensions n'augmentent pas significativement entre les États-Unis et la Chine, mais vous observez sur le graphique de gauche notre prévision de commerce mondial pour cette année 2017. Donc une autre question qui se pose dans ce contexte, c'est finalement qui sont dans le monde émergent les premiers gagnants de ce rebond du commerce mondial. Pour gagner plus que la moyenne quand le commerce mondial repart, eh bien en général, il faut réunir deux conditions. La première, c'est, on en a parlé ce matin au sujet de la France, avoir gagné en compétitivité prix. Et par compétitivité prix, ici, j'entends le taux de change effectif réel, c'est ce que vous voyez sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, pour que eh bien, cette baisse de compétitivité prix se matérialise par davantage d'exportation, il faut principalement exporter des produits manufacturés parce qu'on sait que les matières premières ont une élasticité prix très faible. Et donc les gagnants finalement de ce rebond du commerce mondial, eh bien, vous les voyez en bas à droite du graphique, dans la bulle ou autour de cette bulle, et il figure par exemple la Corée du Sud, dont nous améliorons d'ailleurs aujourd'hui l'évaluation pays. À l'opposé, en haut à gauche, vous observez certains pays, par exemple l'Arabie saoudite, qui sont des pays qui exportent peu de produits manufacturés et qui surtout ont beaucoup perdu en compétitivité ces 10 dernières années, notamment en raison de l'arrimage de leur devise au dollar. Donc ça veut dire que même si dans les années à venir, cette faible diversification devait changer, c'est l'objectif d'ailleurs de l'Arabie saoudite, la barre serait d'autant plus haute pour que ces pays puissent s'insérer dans le commerce mondial. Donc que des points négatifs. En bas à gauche, vous y voyez notamment la Russie, l'Afrique du Sud, plusieurs pays d'Amérique latine. Donc ce sont des pays qui bénéficient de ce rebond du commerce, mais pas autant que ceux qui sont en bas à droite, pour une raison très simple, qui est qu'ils se sont désindustrialisés de manière précoce, notamment pendant le boom des matières premières, et comme ils exportent aujourd'hui moins de biens manufacturés, eh bien ils en profitent moins que leurs homologues qui sont en bas à droite. Et puis, pour terminer le tour du cadran, en haut à droite, eh bien là, il figure notamment des pays qui ont beaucoup perdu en compétitivité, pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, mais qui exportent quand même beaucoup de produits manufacturés, donc qui profitent un peu de ce rebond. Vous y voyez notamment la Chine, donc ça ne va pas vous surprendre, ça reflète le fait que eh bien, c'est un pays qui a vu certains de ses secteurs d'activité être pénalisés, vous le savez, ces dernières années par cette hausse du coût du travail. Mais la bonne nouvelle pour l'économie chinoise est que dans le même temps, les autorités ont pris les devants et ont cherché à monter en gamme et à diversifier l'économie. Ces chiffres vous ont déjà été énoncés ce matin, mais il y a aujourd'hui, par exemple, davantage de robots industriels en Chine qu'au Japon et en Corée réunie, qui sont pourtant les deux pays leaders des économies avancées en la matière. Il y a aussi davantage de robots industriels en Chine que dans l'ensemble de l'Europe réunie. Et c'est d'ailleurs en partie en raison de cette montée en gamme réussie que l'économie chinoise a réussi, au moins en apparence, à se stabiliser au cours de ces 2 dernières années. Bon, le problème, là où le bât blesse, c'est que cette stabilisation un peu en trompe-l'œil, elle a aussi été permise par, d'après nous, des facteurs qui sont non temporaires, et notamment ceux qu'évoquait à l'instant Jean-Claude Trichet. Davantage de dépenses publiques, avec un déficit budgétaire à 2 chiffres aujourd'hui tel qu'il est calculé par le Fonds monétaire international, et 2, une hausse des prix qui a offert une bouffée d'oxygène à certaines entreprises, notamment celles qui étaient en difficulté, je pense par exemple au secteur de l'acier. Mais le problème, c'est que cette hausse des prix, elle a été consécutive à des communications des autorités chinoises selon lesquelles leur programme de réduction des surcapacités fonctionnait.
Et c'est là-dessus que je veux insister. Là aussi, les informations sont très contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, c'est ce que vous voyez à gauche, lorsque nous regardons les chiffres officiels communiqués par les autorités, c'est vrai que ce programme de réduction des surcapacités, qui est bien sûr un problème fait en Chine, donne l'impression de fonctionner. Pour rappel, c'est la barre en bleu que vous voyez en bas du graphique. Les autorités chinoises visent une réduction des surcapacités de production dans l'acier de 130 millions de tonnes d'ici à 2020. À fin 2016, elles avaient affirmé, donc c'est le carré en bleu, avoir déjà réduit ces capacités de 65 millions. Pour 2017, l'objectif était de 50. On ne connaît pas encore le chiffre observé. Admettons que cette cible ait été atteinte. Vous constatez comme moi que l'objectif à fin 2020, d'après ces chiffres, aurait déjà quasiment été totalement atteint. Le problème, je vous le disais, c'est que si on se fie maintenant à des estimations indépendantes sur le graphique de droite, eh bien les chiffrages ne sont pas du tout les mêmes. D'après eux, en 2016, les capacités de production n'auraient pas été réduites de 65 millions, mais augmentées de 37, pour une raison très simple, qui est que les autorités chinoises comptabilisent très bien les usines qui ferment, mais elles ne tiennent pas compte des nouvelles productions qui ouvrent. Et donc, dans ce scénario, même si on reprend le plan le plus positif possible, qui est que la cible 2017 ait été atteinte, vous voyez que le travail de réduction des surcapacités aura à peine été atteint. Donc tout ça pour vous dire que le risque est quand même grand en 2018 d'avoir des mauvaises nouvelles en la matière et donc d'observer une baisse des prix qui a profité à beaucoup d'entreprises de ce secteur dans le monde entier. Deuxième point, il est, et vous le savez, que dans ce contexte où beaucoup d'entreprises chinoises sont surendettées, eh bien les banques sont en première ligne. Et le message que je voudrais souligner, c'est que ce ne sont pas les 5 grandes banques qui sont aujourd'hui en première ligne, mais ce sont principalement celles qui sont en dessous, les plus petites et celles de moyenne taille. Sur le graphique derrière moi, vous voyez l'ensemble des nouveaux crédits octroyés au sein de l'économie chinoise par année. Donc vous y voyez bien sûr en bleu les crédits traditionnels bancaires, et puis au-dessus, en vert et en orange, les crédits non traditionnels parallèles, ce qu'on appelle communément, vous le savez, le shadow banking. Et donc le point ici, c'est que eh bien, la quasi-totalité, 90% de ces crédits parallèles, donc plus à risque, sont octroyés par ces petites banques, à tel point qu'elles en sont aujourd'hui très dépendantes, puisque ces crédits représentent 80% de leurs actifs, quand c'était simplement 50% il y a 2 ans. Donc, les autorités aujourd'hui sont face à un choix cornélien. Soit elles se disent on laisse filer ce shadow banking avec le risque d'éclatement de bulle que décrivait Jean-Claude Trichet, soit on essaie de dégonfler cette bulle, et c'est ce qu'elles font depuis 2016, mais au risque de pénaliser et de créer une crise de liquidité dans ces plus petites banques. Donc vous allez me dire, ça ne concerne que des plus petites banques, ça n'est pas très grave, mais aujourd'hui, le secteur bancaire chinois est beaucoup moins concentré qu'avant, puisque ces petites banques, entre guillemets, représentent 60% du secteur bancaire chinois. Bon, le point rassurant quand même pour l'économie chinoise, ça aussi c'est connu, c'est que ce problème de financement est essentiellement interne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème et de vulnérabilité en matière de financement extérieur. Or, vous le savez, en cas de problème dans un pays émergent, comme dans un pays qui n'est pas émergent d'ailleurs, le fait d'être exposé et d'avoir des besoins de financement externe est en général un facteur aggravant, parce que en cas de crise, eh bien, les investisseurs étrangers ont plutôt tendance à se désengager plus vite que les locaux. Et donc, en la matière, bien, vous voyez sur le graphique de gauche les pays émergents qui sont les plus à risque en haut. Alors pourquoi ont-ils ces besoins de financement externe importants en 2018 et dans les années à venir? Soit parce qu'ils ont un déficit courant à financer, soit parce qu'ils ont beaucoup de dettes qui arrivent à maturité en 2018, en 2019 ou en 2020. Et le problème, c'est que, pour dire différemment ce que vous a très bien décrit Jean-Claude Trichet, c'est qu'au cours des 2 dernières années, eh bien, ces flux de capitaux vers les pays émergents qui ont permis de financer ces besoins de financement eh bien, dépendaient quasi exclusivement de la politique monétaire aux États-Unis. C'est ce qui est illustré avec les calculs du Fonds monétaire international sur le graphique de droite. Quand vous additionnez pour 2017 à droite la contribution en bleu foncé et en bleu clair, ça vous donne les 3/4 du total, ce qui signifie que les 3/4 des flux de capitaux vers les pays émergents dépendaient de cette politique monétaire américaine. Dit autrement, si demain la Réserve fédérale américaine décidait d'augmenter ses taux plus rapidement qu'anticipé, beaucoup de ces flux sortiraient des pays émergents, et donc les pays qui sont en haut du graphique à gauche se retrouveraient bien sûr à risque. Si on devait retenir 2 suspects
ce sont les habituels sur le graphique de gauche, ce serait bien sûr la Turquie et l'Afrique du Sud, parce qu'à ces risques s'ajoutent aussi bien sûr des incertitudes politiques qui culmineront avec les échéances d'élections présidentielles en 2019. Alors vous le savez, pour les entreprises, le risque lié à ces sorties de capitaux, eh bien, c'est celui de fluctuations erratiques du taux de change. Tous les exportateurs ont eu à vivre avec, encore plus au cours de ces 2 dernières années, parce qu'il y a eu de fortes volatilités sur les taux de change. C'est le cas notamment en Afrique. Un exemple d'actualité, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, la Banque centrale en Angola décidait de laisser fluctuer librement sa devise. Et le résultat est qu'au cours des 2 dernières semaines, eh bien, le Kwanza s'est déprécié de plus de 20%. Donc la question qui se pose aujourd'hui pour beaucoup d'exportateurs est: est-ce que ce risque de change va perdurer au cours de l'année à venir? Pour en avoir le cœur net, nous avons construit notre propre indicateur de risque de change que vous voyez illustré sur ces cartes en tenant compte de 3 choses. 1. La variation du taux de change. 2. La variation des réserves de change. Et 3. Pondéré par la masse monétaire en circulation. Donc plus un pays est rouge, plus le risque de change est élevé. Moins il l'est et plus il est bleu, moins le risque de change est élevé. À gauche, 2016, bon, vous constatez comme moi qu'il y avait beaucoup de rouge, confirmation que ce risque était à prendre au sérieux. 2017, toujours pas mal de rouge, mais quelques différences quand même, notamment la plus visible en Afrique australe, où les rebonds, notamment des cours de certaines matières premières, comme le cuivre en Zambie, ont permis de donner une bouffée d'oxygène aux banques centrales qui ont reconstitué leurs réserves de change. Même chose en haut, au nord, avec l'Égypte, où la couleur a radicalement changé. C'est d'ailleurs en partie pour ça que nous reclassons aujourd'hui l'évaluation pays de l'Égypte, parce que la décision de libéraliser la livre turque en fin 2016 a aussi permis le retour des investisseurs étrangers et à la Banque centrale de reconstituer ses réserves. Dans le reste du continent, toujours beaucoup de rouge, notamment dans la partie centrale. Vous voyez aussi l'Algérie, toujours en orange, signe que les licences d'importation et des interdictions même de certains produits importés eh bien, vont toujours rester d'actualité cette année. Même chose en Tunisie qui vient d'instaurer une liste de produits prioritaires. Donc ce sera toujours un risque à suivre. Et puis je terminerai en disant 2 mots des zones assurées que vous voyez. Nous les avons assurées pour représenter des zones monétaires. Et donc ce sont deux des 3 zones francs en Afrique. Et donc ce qui ressort de ce graphique, c'est que eh bien, s'il devait y avoir une dévaluation du franc CFA cette année, le risque est plus grand de le voir dans la zone Afrique centrale que pour ce qui concerne le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Donc vous le savez aussi, souvent les autorités ont du mal à se résoudre à laisser leur devise se déprécier, parce qu'elles savent que l'effet secondaire, ce sera une hausse des prix importés, puis une hausse de l'inflation, et donc une baisse du pouvoir d'achat qui pourrait mécontenter la population. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous tenons compte de l'inflation pour mesurer en quelque sorte ce risque politique interne, ce risque de changement social. Nous tenons compte aussi, pour mesurer cette frustration sociale, d'autres indicateurs comme les inégalités de revenus, le taux de chômage, la corruption, la liberté politique, la criminalité, bref, tous les indicateurs en rouge que vous voyez en bas du graphique. Ceci dit, pour également bien mesurer le risque de changement politique effectif dans un pays, une des leçons des printemps arabes était que cette frustration était nécessaire mais pas suffisante. Il fallait que la population ait également des instruments à disposition pour exprimer cette frustration. Et par instrument, on entend l'accès à Internet, l'éducation, l'urbanisation et les autres indicateurs en vert que vous voyez en bas. Et donc quand on combine ces 2 types d'indicateurs, eh bien, vous obtenez sur ce graphique les 30 pays qui sont les plus à risque de voir un changement politique brutal cette année et dans les années à venir. Nous en avons décomposé 2, l'Iran, pour que vous compreniez bien les rationalités des manifestations que nous avons observées ces dernières semaines. Et un autre exemple au milieu, c'est l'Arabie saoudite. Ce que reflète cet indice élevé pour l'Arabie saoudite, c'est par exemple que le taux d'éducation, le taux de scolarisation a été multiplié par 2 au cours des 10 dernières années. Le taux d'accès à Internet a aussi été multiplié par 2 au cours des 10 dernières années. Donc aujourd'hui, le fait que la population soit plus frustrée parce que le chômage augmente, il atteint désormais 13%
pour les non-étrangers. Parce que les prix de l'électricité ont de nouveau été doublés en début d'année. Et parce que, par exemple, un taux de TVA a été instauré pour la première fois cette année, eh bien cette frustration a d'autant plus de chances de se matérialiser par un changement politique effectif, parce qu'il y a désormais les instruments pour l'exprimer. Bien entendu, ce que nous dit cet indicateur, ce n'est pas qu'il va y avoir forcément un changement politique brutal interne en Arabie Saoudite cette année, mais c'est un risque à ne pas négliger, d'autant plus dans le cas de l'Arabie Saoudite que la dernière fois qu'il y a eu un changement politique brutal dans un des deux premiers producteurs de pétrole au monde, c'était l'Iran en 1979, avec le choc pétrolier que vous connaissez et les conséquences économiques sur le monde que vous connaissez aussi. Bon, pour terminer sur une note plus positive, vous voyez ici notre carte mondiale des évaluations pays. Nous tenons compte, vous le savez, pour mesurer le risque de crédit moyen des entreprises de ces risques politiques, de notre évaluation de l'environnement des affaires pour les transactions commerciales, d'indicateurs bien sûr macroéconomiques et financiers, et puis bien sûr, la plus importante pour la fin, notre expérience de paiement chez Coface. Et donc ce que nous dit cette carte, eh bien, bon, vous ne serez pas surpris de l'apprendre que nous déclassons l'Arabie Saoudite après ce que je viens de vous dire, mais ce pays fait quasiment figure d'exception, puisque nous déclassons seulement 3 pays. En revanche, nous en améliorons 16. Parmi eux figurent notamment plusieurs pays asiatiques comme la Corée, Taïwan, Singapour et Hong Kong qui profitent à plein du rebond du commerce mondial. Le Brésil aussi qui, mois après mois, voit sa reprise se confirmer. Et puis plusieurs pays comme le Kazakhstan dont on a parlé ce matin, mais également l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, qui profitent à la fois de la reprise en Russie, de la reprise en Europe, malgré un contexte politique toujours incertain. Et pour finir, je m'arrêterai là-dessus. Je mentionnerai peut-être le changement le plus symbolique de ces 10 dernières années, puisque nous améliorons aussi l'évaluation pays de la Grèce. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes nouvelles et je vous remercie de votre attention.